S'il n'est probablement pas surprenant pour beaucoup de gens que la psychose primaire puisse évoluer vers une forme plus complexe de la psychose que la schizophrénie et les troubles du cercle de schizophrénie, il est sans aucun doute surprenant de découvrir qu'un grand pourcentage de personnes parmi l'élite politique, économique, des spectacles et même scientifiques souffrent d'un degré modéré de psychose primaire. Cela implique que la rigidité mentale ne signifie pas toujours un fonctionnement humain altéré dans tous les domaines de la vie. Oui, tous ces domaines dans lesquels la capacité de communiquer avec l'environnement est importante seront en fait le domaine d'un échec et finalement d'un découragement pour les personnes souffrant de la psychose primaire. La rigidité mentale conduit à une perte progressive de la capacité de communiquer avec l'environnement et par conséquent à un isolement plus ou moins visible. Mais c'est précisément cette rigidité mentale et même cet isolement qui peuvent être d'une grande aide dans certains aspects de la vie. Tout le monde sait que pour réussir dans la vie, il faut être dur. Dur, tellement raide mentalement. Cela explique, je suppose, pourquoi l'élite sociale présente avec une fréquence plus élevée la psychose primaire. De la description ci-dessus, on peut conclure que les personnes atteintes de la psychose primaire peuvent développer des états psychotiques plus complexes et plus avancés que la psychose primaire elle-même. Pourrions-nous alors annoncer que 25, que les 10 jusqu'à 25% restants de la population humaine ayant réussi à se remettre de la psychose primaire de l'enfance sont à jamais à l'abri de tout trouble psychotique? Malheureusement, ce n'est pas ainsi. En effet, il est vrai que le risque de développer un état psychotique manifeste chez les personnes qui, au cours de leur adolescence, ont réussi à se remettre de la psychose primaire de l'enfance est des milliers de fois plus faible que chez les adultes présentant encore la psychose primaire. Cela devrait être évident compte tenu du fait que la psychose sous-jacente n'est au mieux qu'une psychose latente, mais quand même une psychose. Eh bien, les 10 jusqu'à 25% restants de la population humaine ne sont malheureusement pas protégés d'un état psychotique. Il semble que fonctionner en dehors de la psychose n'est pas une condition appropriée pour les humains du point de vue de l'évolution. Se remettre de la psychose primaire à l'adolescence, c'est un miracle. Ce n'est pas une normalité. La normalité de la psyché humaine, dont l'aspect évolutionnaire, est l'état de psychose primaire. Cet état a permis à l'espèce humaine de survivre à une terrible mutation de gènes de l'anxiété. Et le cours ultérieur de l'évolution de la psyché des êtres humains a évidemment perpétué les mécanismes psychotiques, parce que c'était la seule réponse à l'angoisse pendant une très longue période de l'histoire humaine. Ma thèse est que le pourcentage de personnes présentant la psychose primaire a diminué avec le temps. Je crois qu'il y a 300 ans, d'autant plus il y a 2000 ans, il devait être supérieur à 90%. Je pense même que c'était 100%. Ceci est lié au processus de développement systémique des compétences mentales à travers le développement de plus en plus libre de l'esprit humain qui progresse depuis plusieurs centaines d'années, en particulier depuis le 18e siècle. Ces compétences développées par la civilisation pour lutter contre l'angoisse sont une alternative à la psychose primaire. Bien sûr, même la psyché humaine, la plus intellectuellement éclairée, ne peut jamais égaler la force de l'arsenal anxiolytique de la psychose primaire. Par conséquent, dans le moment critique, lorsque les mécanismes intellectuels échouent, les mécanismes anxiolytiques de la psychose primaire, aussi vieille que l'humanité, se déclenchent. Dans le cas de 10 jusqu'à 25% de la population de constitution non psychotique, si une telle situation se produit, on ne peut pas parler de psychose primaire. Dans ce cas, il serait plus approprié d'appeler une telle psychose soudaine une explosion psychotique.
Il s'agit en fait d'un terme utilisé à l'école de psychiatrie française où le concept d'un accès de folie, bouffée délirante, est utilisé. La nature revient toujours aux mécanismes de fonctionnement qui ont fait leur preuve depuis des millions d'années. La psychose est un tel mécanisme. C'est un mécanisme anxiolytique naturel et indissociable de la psyché de l'espèce humaine. Il est naturel que dans les situations d'éruption d'angoisse, lorsque le mécanisme anxiolytique développé échoue et cesse de fonctionner pour certaines raisons, les personnes qui appartiennent à la population non psychotique, c'est 10 jusqu'à 25% de l'humanité moderne, développeront l'état de psychose, l'explosion psychotique avec tout ce qui est caractéristique de la psychose primaire. On comprend donc pourquoi la psychose primaire ne cesse ni pendant ni après l'adolescence chez une personne, chez, chez 3 personnes sur 4 jusqu'à 90%. Apparemment, à l'approche de l'adolescence, ces individus n'ont pas développé un arsenal suffisant d'outils anxiolytiques pour arrêter la psychose primaire. Ces outils anti-anxiétiques sont l'esprit éclairé, c'est-à-dire un niveau approprié de compétences intellectuelles et de maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle n'est rien d'autre que la capacité à contrôler les émotions avec l'aide de l'intellect et donc avec l'aide du système logique. Et la capacité de l'esprit à résister à l'anxiété est désormais appelée intelligence de l'anxiété. Et cela n'a rien à voir avec l'intelligence mesurée par le quotient intellectuel. Il semble que l'intelligence d'angoisse, contrairement à l'intelligence logique, ne soit pas héréditaire. Durant l'enfance, nous avons affaire à une situation intéressante, mais assez surprenante, à savoir les enfants avec une forte anxiété, un trait héréditaire, seront contraints par cette anxiété de faire plus de travail anti-anxiété que les enfants avec un niveau d'anxiété constitutionnelle plus faible. Mais ce travail plus important se traduira par un arsenal plus fort d'outils anti-anxiété et par conséquent une intelligence plus élevée de l'anxiété. Ceci, à son tour, permettra de sortir de la période de la psychose infantile primaire. Pendant ce temps, les enfants présentant une anxiété constitutionnellement plus faible auront beaucoup moins de possibilités d'améliorer leurs qualifications anxiolytiques, ce qui conduit paradoxalement à une moins bonne gestion de leur anxiété inférieure par rapport aux enfants accablés d'une anxiété plus élevée. Par conséquent, leur intelligence anxieuse ne se développe pas de manière assez vive pour permettre à la psyché de se remettre de la psychose primaire pendant l'adolescence. Ils resteront à jamais dans cette psychose. Mais avoir une intelligence d'anxiété bien développée qui garantit une guérison de la psychose primaire ne signifie malheureusement pas que des bénéfices pour la psyché. Bien sûr, l'intelligence d'angoisse nous conduit hors du monde de la psychose, mais d'un autre côté, en tant qu'une création artificielle, elle ne pourra jamais se protéger de l'angoisse aussi efficacement que la psychose primaire. Par conséquent, les personnes ayant une intelligence d'anxiété bien développée, lorsqu'elles quittent le havre de paix de la psychose primaire, elles navigueront sur le schiste de leur intelligence anxieuse vers les eaux larges et turbulentes du monde réel, où cette intelligence se révélera souvent être sans espoir. Et ce seront des prétextes à des épisodes de troubles anxieux et dépressifs. D'autre part, 75 jusqu'à 90% de l'humanité sont d'entre nous qui n'ont pas obtenu une intelligence d'anxiété bien développée dans l'enfance resteront à jamais dans le port de la psychose primaire. Ceux d'entre nous ne souffriront jamais de l'anxiété et des décompensations de l'anxiété. Il convient de noter une chose importante. Alors que la psychose primaire signifie une raideur au point d'une psyché presque ossifiée, une sortie réussie de la psychose primaire à l'adolescence signifiera aussi la flexibilité de la psyché, une sorte de sa fluidité, surtout par rapport à la solidification de la psyché dans le cas de la psychose primaire.
Par conséquent, alors que la psychothérapie de ce dernier doit viser à réduire l'état de la raideur, dans le cas d'une psyché fluide, parfois trop fluide, la thérapie doit viser à augmenter la densité de la psyché et à réduire la fluidité. La seule question qui reste est l'efficacité de toute psychothérapie des troubles anxieux ou dépressifs. Une conversation peut-elle changer l'intelligence anxieuse d'un adulte? Je ne pense pas. La psychothérapie, cependant, peut augmenter l'estime de soi et il semble que ce soit son seul rôle, malheureusement pas forcément bénéfique. La question de l'estime de soi, même, en plus d'être un défi pour le développement de l'intelligence anxieuse, semble jouer un rôle important dans le processus de transition de la psyché rigide de l'enfance à la psyché mûre, correcte et flexible plus tard dans la vie. Il semble même y avoir un lien positif entre les deux phénomènes psychologiques, à savoir les qualifications anxiolytiques acquises augmentent l'intelligence d'anxiété qui contribue au renforcement de l'estime de soi-même. Plus l'intelligence d'anxiété est élevée, plus l'estime de soi-même est élevée. Cependant, n'oublions pas la double nature de l'estime de soi-même. J'en ai écrit dans les ouvrages précédemment publiés. Il y a une estime de soi-même interne, inaccessible à l'auto-observation, et il y a une estime de soi-même externe, une création sociale consciente, une sorte d'autopromotion. Sur ces deux, estime de soi-même, seul l'estime de soi-même interne est réel. Et quand j'utilise le terme estime de soi-même, je veux dire seulement estime de soi-même interne dans ce travail.